Merci. Donc on va donner une présentation conjointe. On va commencer avec une citation de M. Larouche d'il y a quelques années. Donc, c'était élémentaire. Sur les fausses suppositions que l'homme est limité par sa mort. Et ça, c'est un axiome faux. Et ça a des implications très fortes quand on s'intéresse à l'esprit humain. C'est la vision commune que l'imagination qui se développe dans la société crée des idées, et ensuite, quand une personne meurt, cette idée meurt. C'est une erreur. Prenez le cas de l'espèce humaine qui est distincte de toute autre espèce sur cette planète. Cette espèce humaine est la seule espèce qui a un rôle avec une volonté dans l'histoire. C'est une volonté. C'est-à-dire que la mort en tant que telle n'est pas une limite. Et l'influence exercée par l'humanité en tant que personnalité, donc nous sommes une espèce créative. Et cette créativité, elle n'est pas là où la plupart des gens le pensent. Elle est dans la capacité des individus humains de créer des états d'existence pour prévoir ce qui va se passer dans le futur. Et ça, c'est la chose la plus précieuse. Voilà, pour moi, c'est tout. Savoir ce qui va se passer pour l'humanité. Et la plupart des gens disent oh, « bon, je vais mourir, bon, c'est comme ça, c'est la fin ». Si tu es une personne créative, si tu introduis des conceptions que dans le reste de la société, que le reste de la société n'a pas et que tu continues à faire ça, et c'est comme ça que l'histoire est faite. Je pense que Lyndon LaRouche continue de faire l'histoire. Et il le montre dans ce clip. Il a travaillé dans de nombreux domaines et connu dans le monde politique comme un économiste pour avoir fait des découvertes scientifiques dans l'économie physique. Et pas simplement faire des prévisions économiques, mais également des politiques, de proposer des politiques, de faire des propositions. Il a reconnu que la mesure de l'économie n'était pas justement dans la monnaie, mais dans l'être humain. Et que l'augmentation du potentiel de densité démographique de la population réside dans cette population elle-même. Et l'accroissement de ce qu'il nommait la densité de flux énergétique, c'est-à-dire l'intensité de flux d'énergie mesurée en rapport avec la production d'énergie, les applications industrielles et l'économie dans son ensemble, est nécessaire pour faire des progrès. Et en raison des niveaux de puissance considérablement élevés de la science nucléaire, comparé à l'énergie chimique, comparé à la science chimique, la prochaine étape de l'économie humaine devra se baser sur la puissance de l'atome, avec pour horizon, comme on l'a dit, la fusion nucléaire, qui constitue la technologie la plus puissante. Il a créé la Fondation pour l'énergie de fusion dans les années 70. Et il y avait des dizaines de milliers d'abonnés à ce magazine dans les années 70, mais a été mis en banqueroute par la loi américaine et ensuite déclaré illégal. Donc dans son travail avec les scientifiques dans la physique des plasmas, l'énergie dirigée, la science nucléaire, donc il avait justement créé en 1974 cette fondation. Et pour lui, la vérité ne vient pas des sens. Et ça crée un modèle d'observation et n'est pas le chemin de la vérité. Les causes doivent être hypothétisées et démontrées. Platon avait raison contre Aristote. La découverte de Kepler en est un exemple significatif. Pour Larouche, l'esprit humain n'est pas réduit à un processus mécanique ou biologique.
Ce n'est pas quelque chose de biologique. Ce n'est pas un système informatique complexe. Et tous ceux qui essaient de créer des intelligences artificielles aussi intelligentes que l'homme sont condamnés à échouer. L'intelligence artificielle peut être très, très utile pour l'industrie. Et de dire qu'un ordinateur va faire une belle symphonie musicale ou faire une découverte scientifique, c'est faux. Leibniz avait raison sur ça. La physique quantique, ou l'idée d'Euclide, que nous vivons dans un système fini, c'est anti-scientifique. La science n'est pas terminée, c'est une méthode de découverte, une méthode de pensée. Ce n'est pas un ensemble d'axiomes. L'autorité de la science, ce n'est pas ce que vous savez maintenant, c'est qu'est-ce que vous allez découvrir. Voilà ce qu'est l'autorité de la science. Et si l'éducation n'est pas basée sur la capacité de vous éduquer à faire des découvertes, est-ce qu'ils sont vraiment en train de vous apprendre la science? Donc, l'arrêt du magazine Fusion, qui avait été créé en 1974, ainsi que d'autres publications de Larouche, a fait partie d'un processus qui a culminé avec le procès frauduleux et l'emprisonnement de Larouche en 1989. Après sa libération sur parole en 1994, qui fut l'aboussement d'un effort remarquable pour obtenir des signatures de centaines d'élus, des milliers de responsables religieux, économiques, communautaires, et après la fin période de liberté sur parole, Larouche a été libre de recruter une nouvelle génération de penseurs pour ses idées. Il l'a fait en engageant des jeunes gens dans un processus d'action politique et de découverte, afin de forger un cadre de leader politique compétent parmi la nouvelle génération. Et dans ce processus, il a créé un programme d'éducation qui surpassait largement l'approche universitaire dominante. Et c'est ce qu'il a appelé le basement, dont Megan et moi ont fait partie. Et là, je laisse pour l'instant la parole à Megan. We already have a form different than what we think we see. Our functional form, the creative powers of mankind, are completely different. They're not based on what biology teaches us. It has nothing to do with biology. Les pouvoirs créateurs de l'être humain qui constituent notre forme fonctionnelle sont d'une nature complètement différente. Ils ne sont pas basés sur ce que la biologie nous enseigne. Cela n'a rien à voir avec la biologie. Le cerveau humain n'est pas la source de l'intelligence humaine. C'est l'esprit humain. Le cerveau est un outil qu'utilise l'esprit humain. Mais nous croyons ce que nous voyons. Nous croyons ce que nous pouvons toucher et voir selon nos propres préférences. Ainsi, nous ne pouvons pas concevoir qu'un processus se déroule dans un ordre supérieur, correspondant à la fonction de l'esprit humain. La fonction de l'esprit humain peut être définie de façon précise, mais elle ne peut pas être définie dans les termes biologiques ordinaires de la vie. Montrez-moi la créativité humaine dans un système biologique, dans un système cérébral humain. La créativité n'existe pas en tant que telle. Aucun animal ne l'a. Non, ils n'ont que le développement biologique. Donc l'esprit humain n'est qu'un outil. Non, le cerveau n'est qu'un outil de l'esprit humain. C'est ça, on a une erreur à distinguer l'esprit du cerveau. Seul l'être humain, par tous les créatures que nous connaissons, est capable de changer volontairement son mode de fonctionnement. Ce changement dans la nature fonctionnelle de l'être humain se situe dans le concept de l'esprit, pas du cerveau. Le problème est quand on ne parvient pas à faire de distinction entre le cerveau et l'esprit. Ce que vous venez d'entendre est selon moi l'une des plus importantes contributions de Lynn à la science et pour la pensée en général. C'est la question de l'esprit humain en tant que tel. Larouche a développé une compréhension très profonde pour ce concept tout au long de sa vie et il lui a accordé une grande importance dans ses travaux avec le basement. L'esprit humain n'est pas produit par le cerveau. Il ne peut pas être répliqué par des systèmes informatiques, aussi complexes soient-ils. Il existe une fonction de l'esprit humain qui ne peut pas être définie ou située
à partir de ces domaines inférieurs. Lynn a très tôt été convaincu de cela, comme nous pouvons le voir dans sa réfutation dans les années 50, des idées de Norbert Wiener que nous avons mentionnées, la théorie de la cybernétique, qui affirmait que toute communication humaine ou biologique pouvait être reproduite par des systèmes informatiques. Dans son papier intitulé en 1993, à propos des découvertes de Larouche, il écrivait ceci: « Toute idée, dans la forme d'une découverte originale ou dans la forme d'une transmission de novo de la découverte originale, ne peut pas être communiquée en tant qu'expression littérale du langage employé, mais seulement en tant qu'expression de l'intention de la personne utilisant ce langage. L'idée ne peut pas être exprimée par une quelconque analyse formelle du langage employé. Ce problème est la conséquence du fait que toute véritable découverte correspond à une discontinuité formelle absolue au sein du système de représentation déductif utilisé jusqu'alors. Les vraies idées se situent exclusivement dans les processus mentaux créateurs individuels de chaque personne participant à cette communication. Donc avec cette déclaration, Larouche se situait lui-même dans une longue lignée, même devant cette longue lignée, de Platon à Nicolas de Cus, Kepler, Gauss, Riemann, Bach, Beethoven, Planck et Einstein. Chacun de ces grands penseurs soulignait explicitement ou implicitement que la nature de l'esprit humain est de générer des pensées, des hypothèses créatrices, ne pouvant pas être dérivées de l'expérience sensorielle, mais provenant plutôt de notre propre conviction intime, notre propre imagination. Le miracle, pour reprendre les mots d'Einstein, est que dans certains cas, nos pensées ont une relation avec la manière dont fonctionne l'univers. Elles deviennent la base du progrès scientifique. D'un autre côté, nos sens ne nous montrent que des ombres, comme sur lequel insistait M. Larouche. Les objets apparemment concrets que nous voyons, que nous entendons, que nous touchons, sont-ils réels? Bien, oui, dans la mesure où nos sens réagissent à quelque chose de réel, un processus qui affecte notre biologie directe. Mais l'objet que notre cerveau nous communique en réponse, est-il réellement une image du principe lui-même? En d'autres termes, qu'est-ce qui est le plus réel? Le fait lui-même ou la raison d'être de ce fait? Approfondissons un peu ceci. Un principe de l'art nature est un genre d'objet, on pourrait dire, pour ainsi dire, qui se situe au-delà de ce quoi notre cerveau, nos sens, a directement accès. Ça n'a pas de taille, pas de forme, pas de couleur, pas de masse, pas de poids. Et pourtant, ça a le pouvoir de projeter des ombres, de créer un processus de changement à travers l'ensemble de l'univers. Alors comment parvenons-nous à connaître ce principe lui-même? Les ennemis philosophiques de Larouche, Aristote, Paolo Sarpi, Newton, Descartes, d'Alembert, Laplace, Euler et Russell, Bertrand Russell, affirment que ce n'est pas possible, qu'il est même inutile de poser une telle question car l'esprit humain est un épiphénomène du cerveau. Ce n'est rien d'autre qu'une feuille vierge sur laquelle, au fur et à mesure du temps, viennent s'écrire des perceptions sensorielles. Tout ce que nous pouvons faire, par conséquent, c'est d'utiliser la logique, les mathématiques, pour décrire les relations entre ces perceptions sensorielles. Et parfois, lorsque ces relations sont cohérentes, nous en faisons des lois, comme la seconde loi de la thermodynamique que Lynn s'est tellement amusé à réfuter toute sa vie. Mais cette vision maléfique relègue l'homme à quoi?
à une bête intelligente, pas plus. Larouche soulignait sans cesse que l'esprit humain est capable de connaître les principes, non pas à travers les sens ou la logique, mais par des sauts d'hypothèses, suggérés par la contradiction entre des perceptions sensorielles. Je vais vous donner un exemple de cette contradiction entre des perceptions sensorielles. Et Larouche utilise un exemple régulièrement autour du projet Kepler qu'il avait confié aux deux premières équipes du Basement, et on en discutera après. C'est la contradiction entre la vue et l'ouïe, ce que nous voyons, ce que nous entendons. La première hypothèse de Kepler en 1596 sur le principe universel gouvernant notre système solaire. Ça consistait à dire que la structure des orbites planétaires, ou pourquoi les distances avec le Soleil sont ainsi, pourquoi les planètes sont à telle distance du Soleil et pas autrement. Et lui a dit que c'était cohérent avec les principes exprimés en géométrie par les 5 solides platoniciens. C'est un principe d'organisation de l'espace qui est tout à fait accessible à nos sens. Vous voyez ici une série de imbriqués des 5 solides réalisés par Kepler qui crée un ensemble unique de distances par rapport au centre commun, représenté ici par les sphères inscrites et les sphères inscrites et circonscrites à chaque solide. Kepler avait alors 25 ans. Savait bien que les proportions des distances entre les planètes et le Soleil suivaient de près celles des 5 solides platoniciens. La correspondance n'était pas parfaite. Il y avait des décalages. Il lui a fallu 25 ans pour résoudre ce paradoxe. Donc, 25 ans. Donc, dans son dernier ouvrage, qui s'appelle Harmonia Mundi, l'harmonie du monde, Kepler montre que les distances entre les planètes, bien qu'elles reflètent un principe d'ordonnancement géométrique, ne constituent pas le premier paramètre. Les distances sont plutôt une fonction de leur mouvement, et la raison pour laquelle les planètes suivent leurs trajectoires respectives en tant que système, le mouvement des planètes reflète les mêmes rapports tempérés que l'on trouve dans le système musical majeur-mineur, ce qu'on appelle le système tempéré, développé ensuite par Johann Sebastian Bach dans ses compositions. C'est-à-dire que chaque changement dans les mouvements des planètes correspond à un intervalle de notes de la gamme musicale majeure ou mineure. Un principe d'organisation de l'espace accessible à nos sens de l'ouïe. La planète chante ses notes en harmonie avec elle-même et avec ses voisines, faisant de légers ajustements de tonalité, comme doit le faire chanteur dans un chœur, afin de s'accorder avec l'ensemble. Ce processus physique d'harmonisation ne peut pas être exprimé dans une mathématique fixe, mais comme un chanteur de chorale ou un musicien d'orchestre pourrait vous le dire, il a une existence définie et connaissable. Donc, que nous disent ces deux domaines incommensurables, mais superposables de la vue ou de la géométrie et du son et les harmonies musicales? Qu'est-ce que tout cela nous dit? Est-ce que le système solaire est un système géométrique? Est-ce que le système solaire est un système musical? La meilleure réponse serait sans doute de dire que le système solaire est un reflet des deux, mais qu'il n'est ni l'un ni l'autre. La manière dont Kepler a résolu cette contradiction, c'est en se plaçant lui-même, et donc vous et moi, à la place du Créateur. Puis-je concevoir une action ou une pensée créatrice qui se développe nécessairement à travers cet ensemble de mouvements planétaires? Puis-je concevoir la pensée de Dieu qui ne peut être conçue que par l'esprit, qui projette justement ces ombres dans l'univers physique?
Cette nouvelle hypothèse de Kepler, que nous appelons aujourd'hui la gravitation universelle, a doté l'humanité d'extraordinaires nouveaux pouvoirs sur l'univers physique. L'esprit humain, en tant que catégorie unique de processus créateurs, se servant du cerveau comme son infrastructure, peut développer de nouvelles idées qui entrent en résonance avec l'univers de telle façon que nous accroissions nos capacités. Cette notion, que Lynn considérait relever de la plus haute importance, est la base de la science, de la poésie et de l'économie. Comme nous allons voir maintenant avec Jason, je lui laisse la parole. L'économie, c'est dur. Quand vous systématisez un système économique, vous éliminez la capacité de représenter la croissance, mais la science nous permettant d'améliorer nos vies d'une génération à une autre est essentiellement illogique et non représentable d'une certaine façon. En 1993, dont Megan a donné une citation, Larouche décrit la création de sa méthode dite Larouche-Riemann. Il écrivait « Ce qui constitue l'essentiel de ma contribution originale à la science de l'économie physique de Leibniz, c'est d'avoir pu fournir une méthode permettant de comprendre la relation causale entre, d'un côté, les contributions révolutionnaires au progrès dans la science ou des domaines analogues, et de l'autre côté, des hausses conséquentes du potentiel relatif de densité démographique générées dans les sociétés qui les engendrent. Cette découverte fut à l'origine le sous-produit des objections que j'avais formulées en 48-50 contre l'application inappropriée de Norbert Wiener de la théorie statistique de la théorie de l'information pour sa description des caractéristiques d'aussi bien les processus du vivant que de la communication des idées. J'ai opposé sa théorie avec une définition non statistique de la négantropie, ce qu'il appelait plus tard l'anti-entropie. Voilà ce qui fut le cœur de ma découverte vers la fin de l'année 52. Or, jusqu'à ce moment, la représentation mathématique appropriée d'une telle forme de négantropie, économie physique, restait à trouver. La troisième phase, suite à une étude intense en 52 du texte de Georg Cantor, ce qu'on appelle la Beiträge de 1897, m'ouvra les portes du domaine du transfini, ouvrant une nouvelle fenêtre de compréhension sur des contributions de Riemann. C'est pour cela que mon concept de négantropie économophysique gagna le titre de méthode Larouche-Riemann. La question donc, qui se pose immédiatement, c'est de savoir qui était Wiener, l'auteur de cybernétique, et pourquoi il s'est tellement trompé, et comment les objections de Larouche ont ouvert les voies pour sa reconceptualisation de l'économie du point de vue de Riemann. Wiener considérait la transmission de messages comme la clé pour comprendre et façonner le comportement des systèmes mécaniques, pour comprendre la physique et la biologie, mais également pour la société humaine et la pensée humaine. Cependant, l'information n'avait rien à voir avec les processus de découverte scientifique ou avec la mesure de la valeur économique. Comment est-ce qu'on peut transmettre l'information d'un concept alors que le concept n'existe pas dans l'esprit de l'autre? Est-ce que le mot suffit? Non. Envisageons le mot d'une idée qui crée un nouveau principe du point de vue de l'augmentation de la population. Si on voit quelque chose qui n'arrive pour aucun animal, les animaux ne changent pas leur croissance de cette façon en changeant leur relation avec la nature. La biosphère a une relation qui change. Elle change la complexité des espèces au-delà des temps, et nous faisons la même chose dans le temps. C'est une bonne chose. C'est bien qu'on change notre relation. Si on pense qu'il ne faut pas les changer,
c'est que vraiment, vous n'avez rien compris. Il faut se débarrasser de ces types, tous ces verts-là, qui prétendent être des scientifiques. Il faut les bannir de la profession. Ils trichent. Tout vert qui affirme qu'il est un scientifique commet explicitement une fraude rien qu'en s'octroyant ce titre. Parce que nous savons que nous avons une base en sciences qui comprend le développement humain. Si cela n'est pas dans votre équation, ou si vous dites que c'est un malheur, vous ne pouvez pas être scientifique. Non, vous n'êtes pas, vous êtes un falsificateur. Si vous croyez dans la politique verte, vous êtes un falsificateur en tant que scientifique. Toute personne affirmant croire dans la politique écologique est un falsificateur, s'il prétend avoir des capacités scientifiques. Eh bien, ils prétendent qu'ils essayent de maintenir l'existence de l'univers tout en niant qu'il possède un principe d'existence pérenne. Rigolade. Que de la rigolade, aucune vérité. C'est débile. Et si c'est un professeur, demandez-lui s'il professe l'idiotie. Ce sera plus sûr. Désolé, les Verts, nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes capables de développer des conceptions allant au-delà du témoignage des sens, des concepts et des théories qui captent quelque chose, des causes imperceptibles par les sens, des causes de phénomènes naturels et nous permettent de créer des états physiques et des processus nouveaux. Lorsqu'on engendre de nouveaux états comme ça, on est récompensé. Que disait Larouche sur ça? Les sens ne sont pas réellement véridiques. Ils sont malhonnêtes. Et si on croit en sens, on se trompe soi-même. Et ça s'est été très bien illustré justement par le travail de Kepler, qui a fait les hypothèses qui dépassaient la perception sensorielle, et ce qui lui a permis à lui de faire la découverte. Et vous prenez deux sens que vous mettez en opposition, comme on le disait, la vue et l'ouïe, et vous voyez l'harmonie qui transcende le contraste entre les deux sens. Et là, vous définissez un concept qui est au-delà des deux perceptions sensorielles et qui définit la gravitation universelle. Et c'est ça la grande découverte de Kepler. Parce qu'il n'y a pas une relation de déduction à partir de ce qu'on voit avec nos sens, ce n'est pas possible. Donc ça, c'est des aspects fondamentaux de la science physique qui montrent que l'esprit humain est capable de régler les problèmes qui sont montrés de manière contradictoire et projetés sur nos sens. C'est comme la perception sensorielle, c'est comme une ombre que nous voyons. C'est une ombre de la réalité. Et ça teste, d'ailleurs, ça teste notre esprit. Et c'est nous qui décidions avec notre esprit d'analyser ces ombres, qui définit notre identité par-delà ces ombres et en faisant cette découverte qui les transcende. Et c'est ça les principes. On peut découvrir un principe physique de ce point de vue-là, qui doit se trouver justement au-delà des perceptions sensorielles, mais dans notre identité personnelle. Et ça, l'étude de la pensée de Kepler est fondamentale, même si ça prend du temps et que c'est parfois difficile. Donc on vit réellement, on revit en lisant Kepler son processus de découverte par l'esprit humain. C'est lui. Et on découvre son identité en tant que penseur, en tant que découvreur. Et c'est là où vous allez découvrir la vérité, que c'est la pensée qui fait la découverte, pas les objets visibles qu'il observe. Et étudier Kepler, c'est faire cette expérience fondamentale, et c'est faire une vraie découverte de principe. Et c'est pour ça que le cas de Kepler est fondamental, pour toute personne qui veut étudier la science. C'est ça, c'est les hypothèses qui déterminent sa découverte.
Il pose des questions et sa réponse définit la découverte de la conception de la gravitation universelle. C'est ça qui définit sa personne, plutôt que les ombres projetées de manière frauduleuse sur ses perceptions sensorielles. Et pour comprendre la société, c'est pareil. On doit penser de la manière dont Kepler pensait. Si on pense en termes de certitude sensorielle de nos sens, voilà, ce que j'appellerais le non-sens, quelque part. Donc, biologiquement, on sait ce qu'on est. Voilà, on est limité. Mais ce n'est pas ça qui nous définit en tant qu'identité, en tant que personnalité. C'est cette intuition, justement, qui va par-delà la perception sensorielle, en tant que principe actif même de l'univers. Qui sommes-nous? Donc on a la volonté, justement, d'expérimenter les découvertes du passé. Donc les découvertes scientifiques de principe est l'essence même de la nature humaine. C'est ce qui détermine notre nature. Yeah, and then you say, so we're going to measure ourselves then, not against, compared to other life, currently present only. You have to measure ourselves against Donc on doit, where are we supposed to be going. Well, which is where do we discover? What are we discovering? qu'est-ce qu'on découvre? C'est Kepler, c'est toujours le bon exemple. C'est-à-dire, tout l'aspect de son travail, c'est tellement développé, c'est tellement élaboré, et ça nous donne tellement la conscience qu'il se corrige de manière permanente. C'est-à-dire qu'on voit le processus de correction de son esprit qui va l'amener à la découverte. Et on voit sa personnalité qui évolue par la découverte qu'il est en train de faire. Donc, il n'est pas en train de suivre les traces d'un animal pour faire une découverte. C'est bien au-delà. C'est là où se trouve la vérité. Et ce principe de créativité, justement, c'est ce qui détermine justement ce que nous sommes. Et ça, on peut le déterminer, on peut le redécouvrir et découvrir justement qu'est la grande erreur dans les sciences, c'est la croyance dans la perception de ce que nous projettent nos sens. Et il faut jeter tout ça à la poubelle. Donc, il faut transcender. Finalement, c'est un problème moral. C'est ce problème moral qui nous empêche justement d'accéder à la vraie nature de l'espèce humaine, du fait que nous ne sommes pas déterminés par ces perceptions sensorielles, qu'elles nous trompent, contrairement justement aux animaux qui ne vivent que par leur sens. Et ça, c'est un point très important. C'est un point même essentiel. Au fur et à mesure que nous approfondissons notre compréhension, nous aurons besoin d'un nouveau langage capable de communiquer des concepts par le processus des métaphores qui ne peuvent pas être exprimés par le langage précédent. Permets-toi, je vous donne 3 exemples que Larouche évoquait fréquemment. D'abord, le doublement de la surface du carré. C'est un problème géométrique posé dans le Ménon, un dialogue de Platon. Et quand le problème est résolu, on a créé une surface qui fait le double de la surface initiale. Si vous demandez la longueur des côtés, on finit par un chiffre qu'on ne peut pas expliquer. Voilà. On arrive donc à un nouveau langage qui s'appelle la racine carrée, alors que les fractions ne suffisent plus. Les fractions ne suffisent pas pour exprimer cette construction simple. Un mathématicien aurait pu dire, donc c'est impossible, alors que ceux qui le construisent physiquement peuvent dire, je viens de le faire.
Donc, il ne faut pas être collé dans le passé. Maintenant, pensons au travail de Mendeleïev au niveau de la chimie. Lavoisier disait qu'il voulait recréer le langage de la chimie parce que ça ne faisait pas trop de sens. Mendeleïev allait au-delà et développa une théorie totalement nouvelle. Ils ont compris que le langage précédent était insuffisant. Le langage des propriétés physiques ne suffisait, par exemple, le charbon a une couleur. Un diamant, elle n'a peut-être pas de couleur, mais ça a un aspect. Ça n'a pas le même aspect. La dureté est différente, la densité est différente. Mais Mendeleïev avait compris qu'il y avait un élément chimique appelé le carbone, alors que le carbone n'a pas de dureté, le carbone n'a pas de couleur, le carbone n'a pas de densité, il n'y a pas de qualité physique du carbone. Mais Mendeleïev a développé un nouveau caractéristique, aussi bien le diamant que le charbon sont du carbone. Maintenant, si vous avez une idée que vous voulez communiquer à quelqu'un d'autre, il n'y a pas de raccourci de juste nommer le concept. Il faut recréer dans l'esprit de la personne la question, le paradoxe, lui permettant de résoudre pour que la personne elle-même découvre la solution. Alors, si vous donnez les réponses sans poser les questions, peut-être ils peuvent les apprendre par cœur, les bonnes réponses, mais en fait, il ne sait rien. Ce processus de créer des idées nouvelles à travers des perceptions, d'aller au-delà et de créer des nouveaux langages, c'était la méthode de Nicolas de Cusse. C'est ce qu'a fait Kepler dans le clip à utiliser entre la contradiction entre le monde musical et le monde géométrique simple et de motion simple. C'était la méthode de Pierre de Fermat pour définir la différence entre l'espace et le temps dans la vitesse de la lumière. Et c'était aussi donc l'approche musicale de grands compositeurs. Ce n'était pas la transmission d'informations à la Wiener. Les découvertes nécessitent des hypothèses et non pas faire du lèche-cul. Sense certainty is not truth. It's a phenomenon, not truth. Just the way that Riemann, in front of his... La certitude des sens n'est pas la vérité, c'est un phénomène, mais pas la vérité. Bernard Riemann, devant son ami, son précepteur Carl Gauss, était ravi de ce qu'il venait de faire avec sa thèse de doctorat, parce qu'il venait de démolir toutes les certitudes des idiots de son époque. Et ceux qui s'opposaient à Riemann étaient systématiquement des idiots. Tous ceux qui se sont opposés à lui étaient systématiquement des imbéciles. Mais pas par choix. Mais par choix, Parce qu'ils cherchaient avant tout à être approuvés, reconnus. Et ils mentaient pour obtenir la reconnaissance d'une autorité donnée. Cela continue à fond dans les universités d'aujourd'hui. C'est un peu plus cash que c'était par le passé, mais c'est la même chose. Quelle similarité alors entre le défi de communiquer une découverte de principe et des défis relatifs à exprimer les implications économiques de telles découvertes nouvelles? Les économistes adorent assigner des valeurs aux choses. Une tonne d'acier a une certaine valeur, tout comme un conteneur rempli de nourriture ou de vêtements. Cependant, la plus grande création de la valeur vient de la création d'idées nouvelles, capables d'étendre nos aptitudes. Et quelle est la valeur de la machine à vapeur? Non pas une machine donnée, mais le concept lui-même de la machine à vapeur. Quelle a été la valeur du développement de la métallurgie à l'âge de bronze? C'est $1 million? On ne peut pas y mettre une valeur monétaire. Quelle a été la valeur du développement du tableau des éléments de Mendeleïev ou de la physique nucléaire à la base de nos centrales nucléaires? Toute tentative d'exprimer ces valeurs en termes du processus économique antérieur échoue parce qu'une société équipée de ces nouveaux savoirs peut créer bien plus, et pas seulement plus que ce qui existait déjà, ce que l'économie antérieure
pouvait produire. Cela, on pourrait mettre tout le bois. On ne pourrait jamais mettre assez de bois pour faire démarrer une fusée vers les autres planètes. Il faut quelque chose de différent et pas juste plus. La valeur économique n'est pas dans les choses en tant que telles, mais dans les processus d'amélioration de nos processus producteurs par la découverte, par les découvertes scientifiques et par la hausse donc du potentiel relatif de densité démographique. Oui, oui, plus de gens, on veut plus de gens. Regardez, pour une mathématique permettant d'exprimer ce principe anti-anthropique, en cherchant cela, c'est ça qui l'a amené à redécouvrir Riemann. Et ce n'est pas le sujet unique de cet après-midi, mais deux pistes. Riemann cherchait Deuxièmement, Riemann a poussé l'étude, ce qu'on appelle aujourd'hui la topologie, par laquelle il est possible de discuter de changements qui sont absolument non localisables, mais qui n'ont qu'un sens comme changement de tout, comme d'un espace d'action qui est comme un tout, pensé comme un tout. Vous pouvez mettre une sphère dans un microphone, mais vous ne pouvez pas en faire un donut. Est-ce qu'il y a des changements dans l'économie? C'est le tout qu'il faut changer pour trouver ces nouvelles expressions. C'est pourquoi cette méthode s'appelle la méthode Larouche-Riemann. Ce n'est pas un truc à réfléchir dans son fauteuil. La vraie compréhension de l'économie, vous devez avoir l'intention d'améliorer l'économie et en même temps, vous devez avoir un sens intérieur de ce processus de découverte. Vous devez sentir et vivre ce que ça veut dire. Donc, il s'est engagé dans un processus social permettant à ses collaborateurs et qui puissent développer ce sens intérieur de la découverte scientifique. Megan. Donc, une nouvelle génération arrive. La génération d'une nouvelle génération de jeunes adultes, avec laquelle nous allons répliquer la méthode de découverte de Kepler. Nous allons la réexpérimenter plutôt que de la décrire. C'est une réexpérimentation plutôt qu'une description. Et l'équipe des 4 qui sont ici, qui travaillent justement sur le livre de Kepler, La Nouvelle Astronomie, ont ce but. Nous essayons de rendre conscient le fait que l'univers n'est pas gouverné par des formules mathématiques. Une formule mathématique peut être utile, mais elle ne fournit qu'une approximation grossière de l'ombre d'une véritable idée scientifique. Et le problème qu'on a, c'est que la pensée moderne réductionniste, surtout telle qu'elle a été développée depuis les années 1920 et après surtout la Seconde Guerre mondiale, la science a été détruite. La science est morte non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. Les scientifiques avec lesquels nous avions travaillé à la Fondation pour l'énergie de fusion, ou ceux qui nous étions indirectement en contact, représentaient la dernière génération de scientifiques compétentes dans le travail scientifique que nous avions. La génération des baby-boomers, qui était lavée du cerveau avec les théories de Wiener et John von Neumann, qui viennent en réalité de Bertrand Russell, est intrinsèquement, à quelques exceptions près, scientifiquement et intrinsèquement incompétente. Ils ne croient pas en l'existence de principes scientifiques, de principes physiques. Ils croient en des formules mathématiques. Et une formule mathématique n'est jamais qu'une description approximative de l'effet d'un principe, pas le principe lui-même.
Ainsi, les gens croient qu'on connaît des principes physiques par déduction ou par des méthodes similaires. Ils ne comprennent pas que l'on ne peut découvrir un principe scientifique seulement que par des méthodes expérimentales. Des méthodes expérimentales qui font apparaître des discontinuités suggérant l'existence d'un principe qui contredit la façon dont on pensait que l'univers fonctionnait jusqu'à présent. Voilà le problème. Donc plutôt que de permettre aux gens d'apprendre ce qu'ils apprendraient dans les universités actuelles, même disons les plus avancées, nous leur proposons de passer à travers une approche expérimentale par la redécouverte des bases fondamentales de la science physique moderne. La science physique moderne, afin de se libérer de ce qui est enseigné comme pure mathématique et de considérer les mathématiques du point de vue des principes physiques plutôt que d'essayer de définir de façon erronée les principes physiques par une description mathématique. Ça, c'est le cœur de la question, car la nouvelle génération, dont vous faites partie, pour beaucoup d'entre vous, approximativement entre 18 et 30 ans, représente le futur. Le système mondial actuel va se désintégrer, maintenant. Dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, il se désintégrera. Et la question est, par quel système sera-t-il remplacé? Par l'enfer? Le chaos? Ou ce sera quelque chose de viable? Le but est d'abandonner les générations qui ont échoué à ce sujet, de revenir aux fondamentaux de la civilisation européenne moderne et à ses origines grecques, classiques, même plus anciennes, et de créer une génération capable de ramener l'humanité dans le droit chemin. C'était au début des années 2000, quand Larouche a commencé à recruter un mouvement de jeunes parmi notre génération, avec Sébastien, Jason ici. Et dans cette période, le monde traversait une série de chocs dramatiques. Les crises monétaires de la fin des années 90 ont été suivies par l'élection de George W. Bush et Dick Cheney aux États-Unis, puis les attentats du 11 septembre et les bombardements américains en Afghanistan et en Irak. Des jeunes à travers le monde entier ont répondu à cette voix claire et le leadership que M. Larouche fournissait à cette époque dans un environnement où tout le monde ne faisait que simplement réagir aux événements plutôt que de regarder le futur. Cependant, Lynn a très rapidement compris que si on veut éviter que cette génération ne reproduise les erreurs de leurs parents, il fallait les éduquer. Il disait qu'il fallait, je cite, « développer une culture différente dans le leadership de cette génération. Une culture qui soit intrinsèquement supérieure par rapport à la culture générale des générations antérieures. » Ainsi, lors de la campagne présidentielle de 2004, puis au cours de la décennie qui a suivi, nous avons développé ce que Larouche avait appelé un jour une université de combat sur roulette. Les distributions de tracts, tôt le matin, pour la campagne, étaient suivies en milieu de matinée par des répétitions de chorale et les appels téléphoniques militants du soir, par des lectures tardives de Platon, par des travaux sur le théorème fondamental de l'algèbre de Gauss ou sur la géométrie constructive. Le défi était toujours comment on sait quelque chose. Pas quel fait a-t-on mémorisé, quel test avons mémorisé, mais que disent les autorités à ce sujet. Mais peut-on prouver par soi-même que vous avez fait votre propre découverte et pouvez-vous l'enseigner à quelqu'un d'autre? Vous voyez ici quelques photos de ce temps. C'est un séminaire de jeunes sur la côte est des États-Unis. Là, le travail sur la géométrie, les expériences sur l'électricité, le travail de chorale.
Et en 2006, une équipe de 4 membres du mouvement de jeunes, qui avait Jason, a commencé à travailler sous la supervision de Larouche à l'élaboration justement d'animations informatiques représentant les processus économiques. Peu de temps après, l'équipe a reçu une nouvelle mission: maîtriser le livre de Kepler, La Nouvelle Astronomie, qui est 600 pages, et de créer une série de cours pédagogiques afin de l'enseigner aux autres. Cette équipe a été surnommée le Basement, pour la simple raison que notre espace de travail se trouvait dans le sous-sol de chez Larouche. Mais après plusieurs mois de travail, une nouvelle équipe, dont je faisais partie, a été constituée afin de maîtriser un autre livre de Kepler, L'Harmonie du monde. Puis une autre équipe pour maîtriser la découverte de Gauss de l'orbite de l'astéroïde Cérès. Une autre équipe a encore continué, travaillant exclusivement sur les travaux de Bernard Riemann, qui ont joué un rôle si essentiel dans les découvertes de Larouche dans la science économique. Et donc, ils ont fait aussi enquêter sur d'autres secteurs, avec Jason et moi-même. Avec M. Larouche, et poussé par lui, nous avions eu le privilège de participer à des projets pour travailler sur les travaux des plus grands génies. Donc, au-delà de Fermat, Leibniz, Vernadsky, Pasteur, Einstein, Robert Moon, Friedrich Schiller et Bach. Donc ce Basement a travaillé avec Lynn sur des projets d'exploration des principes de l'évolution de la vie sur Terre en relation justement avec la galaxie. Les principes du système musical bien tempéré, les nouvelles plateformes économiques pour la gestion de l'eau, les modifications météorologiques en lien avec les rayonnements cosmiques, la défense de la Terre des astéroïdes et l'économie physique du point de vue de la maîtrise croissante de la maîtrise de la physique-chimie par l'humanité. Et on pourrait ajouter un grand nombre encore de sujets à cette liste. Donc dans ce processus, Larouche a cherché à faire sortir le potentiel de chaque personne. Il ne cherchait pas les points faibles, il cherchait les points forts des gens et les poussait à prendre du leadership et à s'engager dans des travaux importants pour faire des percées qui ne vont pas simplement élever la personne en tant que telle, mais qui va leur permettre de contribuer au progrès de l'humanité dans son ensemble. En même temps, il soulignait l'importance du processus social, le processus de discussion, qui correspond souvent un peu plus qu'à la somme des parties. Et on a vu un clip qu'a montré M. Jason. Donc l'une des choses les plus belles était d'arriver au sous-sol tôt le matin, de se rendre compte que Lynn venait juste de se coucher et que des copies du papier qu'il avait passé à la nuit à écrire nous attendaient déjà sur nos bureaux. Sous son leadership, le Basement, qui n'était en aucun cas limité aux individus qui travaillaient justement dans ce sous-sol, a produit un ensemble important de sites internet pédagogiques, des classes, des séminaires. Vous voyez ici le projet Riemann, l'harmonie du monde de Kepler et la nouvelle astronomie de Kepler, l'orbite de Cérès de Gauss, Pantagramma Mirificum. Et donc on a fait ça dans tout le pays, justement, pour présenter le travail de Kepler, Gauss, Riemann, Einstein, au paradoxe de l'évolution, en passant par le domaine des sens contre l'esprit humain. Nous sommes intervenus dans des conférences scientifiques sur l'espace, sur la fusion, sur la défense contre les astéroïdes, le climat spatial. Nous avons noué des relations avec plusieurs scientifiques dans divers domaines. Et vous voyez ici Jason parler à Prague en 2011 pour l'anniversaire de la nouvelle astronomie de Kepler. À travers ce processus, Lynn a défini la politique et la science aux États-Unis et dans le monde, de façon à ce que le débat politique s'élève au-dessus du niveau des événements courants et qu'il se situe sur la scène de l'histoire réelle et des idées qui la façonnent. Aujourd'hui, comme à l'époque,
il y a urgence. Et Lee n'étant plus ici en personne, cela nous met un grand défi et une grande responsabilité sur les épaules. Et Jason va peut-être nous en parler. Je voulais, avant d'enchaîner, j'ai travaillé avec lui sur Riemann, et que j'ai fait partie du projet Riemann dans le basement. J'étais dans un moment difficile et j'ai eu l'opportunité, la chance de travailler avec lui directement, de faire des vidéos, de faire des retours avec lui, d'avoir des discussions sur ce qu'il produisait et lui parler longuement contre ce fou furieux de Bertrand Russell. Et c'était très très important. Et je suis très heureux, je suis très honoré d'avoir pu... il était très exigeant, mais en même temps, il était extrêmement aimant. Il avait vraiment à cœur de développer le potentiel de chaque personne. Et il nous donnait des encouragements, mais également un nombre infini de coups de pied au derrière, si je peux dire. Presque aujourd'hui, on peut dire que c'était un honneur de les recevoir. Donc, si on parle de la suite, ce concept qui était central dans la vision de la Rouge, qui était d'une importance majeure aujourd'hui, puisque beaucoup plus d'argent vont vers l'intelligence artificielle, ou vers les fusions, les écologies vertes. Donc on laisse tomber la science. Comme Sébastien l'a montré, on peut le voir justement, le niveau de financement de la fusion, par exemple, a été en deçà. Donc, afin de faire en sorte que nous n'atteignions jamais la fusion à cause des manques de fonds. Regardez aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend par science? Ça ne veut plus rien dire, ça n'a plus de sens. Regardez l'hystérie climatique. Les gens, au lieu de discuter de physique, ils disent, voilà, la science est réglée. Ça y est, on est tous d'accord, tous les scientifiques sont d'accord. Quand Kepler a prouvé que les planètes tournaient en forme d'hélice, tout le monde lui a dit, non, la science est faite sur cette question, monsieur Kepler. 99% des astronomes ont prouvé que les planètes tournent de manière circulaire autour du Soleil. Donc bon, et c'est la même chose sur la question du réchauffement climatique. Aujourd'hui, on est en train de réaliser un suicide, et dont la plupart ont probablement raté leur test de physique et vont se balader dans le monde pour dire qu'il faut arrêter de se développer. Et des gens que vous connaissez peut-être comme Yuval Noah Harari, Richard Dawkins, Sam Harris, Greta Thunberg, Neil deGrasse Tyson, attaquent notre esprit avec leur type de pensée religieuse. Et leur esprit n'est qu'un système mécanique. Ils ne pensent pas en termes économiques au sens où nous l'avons défini. De faire des sauts qualitatifs. On l'a vu avec l'initiative Une ceinture, une route. Ça n'a jamais été un potentiel si important. Donc les percées scientifiques et économiques de M. Larouche doivent être la base de ce projet. On l'a dit. Elle devrait être enseignée dans les universités à travers le monde. Et sa méthode d'éducation elle-même devrait être enseignée. Donc, cette histoire des découvertes nous est enlevée, finalement. On apprend des formules au lieu d'apprendre les découvertes qui nous amènent à ces formules. Ce n'est pas penser, ce n'est pas de la pensée vivante. Donc, on doit extraire tous ces axiomes qui nous envahissent aujourd'hui, toutes les erreurs qui ont été faites dans la... C'est pas cyclique, c'est systémique. Aujourd'hui, on a un problème de pensée systémique. Pensez à ces axiomes. Les ressources sont limitées. Ça, c'est un axiome. Voilà, beaucoup de gens partent de ce principe. Qu'est-ce qu'une ressource? Donc, il y a des choses qui existent dehors, là. Le pétrole.
Ok, si on n'avait pas découvert la combustion, l'uranium, c'est pas une ressource. Si on n'avait pas découvert la science atomique, donc on a créé ces ressources. Les animaux n'ont jamais créé de ressources. Les gens croient en la seconde loi de la thermodynamique. Monsieur Larouche a dit que ça devrait être inconstitutionnel. Ça ne fait pas partie de l'univers. L'univers n'est pas en train de mourir, il n'est pas en train d'être anthropique. Il se développe, nous sommes part de cet univers et on développe des nouvelles formes de technologie et d'énergie. Et les gens pensent que la logique, c'est la même chose que la raison. Donc, aucun animal n'a découvert la gravitation universelle. Et la religion de l'environnementalisme, que tous les changements qu'on fait à la nature est fondamentalement mauvais parce que nous, les êtres humains, on l'a fait. On est des pécheurs insensés et tout ce qu'on fait doit être puni parce qu'on est mauvais. Honte sur vous. Comment osez-vous? Vous avez utilisé la nature. Honte sur vous. J'allais dire, Greta n'est pas le pape, mais malheureusement le pape est d'accord avec Greta aujourd'hui. Donc c'est pas le concept de Larouche, voilà, c'est un trésor. Et Elga l'a mentionné. Donc on doit créer un mouvement de jeunes, un système d'éducation dont on peut être fier, qui crée des génies. Et of course, bien sûr, on a besoin de cette fusion nucléaire dont on a parlé. On doit collaborer sur le spatial, on doit faire le développement des centrales nucléaires de dessalement d'eau de mer, parce que demain on sait qu'on n'aura plus d'eau si on continue comme ça, alors qu'il y en a plein dans l'océan. Donc on doit organiser de nouvelles choses, justement sur cette pensée qui a été développée de Kepler, de Larouche, voilà, en dépendant des cultures dans lesquelles nous avons grandi. Et on va conclure notre présentation avec un extrait de Monsieur Larouche de 2007, qui, je pense, est toujours d'actualité aujourd'hui. C'est dans notre vie. On veut exprimer cette chose-là, d'un futur qui va exister après notre mort. Ça, c'est le sens réel d'une vie humaine. Et le problème que nous avons dans cette génération, vous êtes des jeunes adultes. Et l'ancienne génération a échoué de manière existentielle. Il y a peut-être des individus dans cette génération qui n'ont pas échoué, mais la génération dans son ensemble a échoué. Les cols blancs ont échoué de manière catastrophique. Votre boulot à vous, là, parce que vous êtes réceptif à ces idées de principe, à cette notion d'individu immortel, d'une personnalité immortelle malgré la perte de notre corps mortel physique. Votre destinée, votre responsabilité, c'est d'organiser ce changement qui doit arriver dans la société si elle veut survivre à moyen terme. Donc, votre génération a vraiment une occasion unique dans son existence pour l'ensemble de l'espèce humaine. Et comprendre ça en vous, et voir votre identité qui se situe à ce niveau-là. C'est ma mission à moi pour vous. Merci à vous. Je pense que nous devons ne doit pas passer son temps à s'embrasser les fesses, excusez-moi, mais à se donner des coups de pied, comme Larouche le faisait en permanence. Merci à tous.